chose. Ça passe le son? Oui, très bien. Parfait. Alors, vous allez me dire tout de suite si ça passe ou pas, parce que ce matin, il y a eu des petits soucis. Donc, je mets en plein écran. Est-ce que vous voyez défiler ou pas? C'est bon? Alors, moi, je vais enlever ça pour être plus à l'aise. Donc, ce matin, on fait des cas cliniques, ça partait un peu dans tous les sens. Et là, je suis très contente qu'on ait proposé ce sujet sur les avancées dans la dermatite atopique. Car actuellement, on vit un grand boom, je trouve, en termes de recherche dans la dermatite atopique. Et c'est malheureux à dire, mais s'il y a autant de travaux, c'est un peu du fait des industriels, parce que, comme on va voir, il y a énormément de nouveaux médicaments. Pardon. Il n'y a pas d'image. Ah, voilà. On ne voit pas la présentation. On vous voit? Voilà, je vais faire comme ça, comme ce matin, parce que ça passait mieux comme ça. Bon, c'est bon, parfait maintenant. C'est parfait. Voilà, comme ça, on verra les fautes d'orthographe, mais bon, c'est pas grave. Donc, ça bouge beaucoup, et c'est vrai que dès qu'il y a de l'industrie, il y a de la remontée de la Faites défiler, s'il vous plaît, faites défiler. Ça marche? Ça marche, ouais, c'est parfait. Voilà, ça avance beaucoup. Alors, je vous parlerai un peu de l'adulte, forcément, puisque ça fait partie des grandes avancées actuellement. Donc, je tenais à préciser que je travaille avec les industriels aussi dans la dermatite atopique. Je vais essayer d'aborder 6 points sans vous faire prendre plus de retard, parce que bon, il y a qu'une demi-heure de retard, c'est un peu habituel à Casablanca, je ne me formalise plus, mais on va essayer d'aborder ces 6 points en un peu moins d'une heure. Le polymorphisme phénotypique, il y a beaucoup de travaux actuellement sur ce sujet-là. Il y avait une grande question sur la prévention primaire par les émollients, on va voir maintenant probablement la réponse. Même si vous êtes pédiatre, vous parlerez de l'eczéma de l'adulte parce que les questions se posent. On a un enfant qui a une dermatite atopique sévère, qu'est-ce que ça va devenir à l'âge adulte? Et maintenant, on commence à pouvoir y répondre. On va forcément parler du Covid-19 parce que ça nous travaille tous, c'est l'actualité. Et un repas sur les traitements, et si on a le temps, je vous parlerai un peu du traitement proactif. Alors, c'est pas qu'il y a vraiment des nouveautés, mais je pense que c'est un sujet très très important. Et on parle beaucoup du traitement des poussées. Le traitement proactif, c'est comment faire une fois qu'on a contrôlé une poussée pour que ça ne revienne pas. Donc, le polymorphisme phénotypique, je dirais qu'aujourd'hui, on pourrait classer les dermatites atopiques en plusieurs formes, les formes généralisées. La classique, flexurale, comme illustré sur ces photos-là. Alors on sait que ça débute sur les convexités chez le nourrisson, puis progressivement, ça va dans les plis de flexion, le probopité, le pli du coude, le cou. Mais on a aussi dans ces dermatites atopiques généralisées, l'eczéma annulaire, qui est comme des pièces de monnaie sur la peau, l'érythrodermie. On parle de l'eczéma craquelé, qui est vraiment une forme. Alors je ne sais pas, moi personnellement, si c'est vraiment une forme de la dermatite atopique, mais c'est plus une forme de l'adulte, voire de la personne âgée. Et on a de plus en plus, et on se concentre vraiment actuellement sur ce sujet-là de dermatite atopique localisée, à la tête au cou, l'eczéma chronique des mains qui est probablement une forme de dermatite atopique, les pulpites sèches qui est une forme qui peut être très très prévalente, notamment chez l'enfant, les dyshydroses. On a des formes que maintenant on intègre dans la dermatite atopique, peut-être parce que ça nous arrange un peu aussi, et on parle notamment du prurigo atopique. Donc voici des photos d'enfants, la DA classique, à ce niveau-là, la DA prurigo, l'eczéma annulaire. Alors j'ai rajouté l'eczéma folliculaire, qui est un eczéma qu'on va voir chez l'enfant un peu pigmenté, chez l'adulte d'ailleurs un peu pigmenté, qui est un eczéma assez généralisé avec des rehaussements au niveau des follicules pileux. Et sur les enfants phénotype sombre, on l'observe dans d'autres dermatoses comme le psoriasis, comme le lichen, des formes un peu particulières. Bon, la dyshydrose, les pulpites sèches, le pulpite qui peut être fissuraire extrêmement douloureuse, et l'érythrodermie, qui sont globalement les formes qu'on observe chez l'enfant. Et ces formes phénotypiques évoluent dans le temps. Si chez le nourrisson et l'enfant, le petit enfant, quasi exclusivement la forme classique flexurale, progressivement, avec le temps, d'autres formes vont apparaître, comme la dysdrose, qui va apparaître vers 6-7 ans volontiers. L'adolescent va voir apparaître l'eczéma, la dermatite atopique, avec une localisation à la tête et au cou. Et on voit surtout apparaître des mécanismes extérieurs qui expliquent ces formes localisées. Pour la tête et les cous, le malacésia, par exemple, malacésia qui va se développer notamment à l'adolescence, dès qu'il y a un peu de sébum, différents malacésias, pas que le furfur, je crois le malacésia globosum, par exemple. Au niveau des mains, on va avoir les traumatismes, tout ce qui va être irritation au niveau des mains,
des traumatismes plus chimiques et thermiques. Et le prurigo va avoir des profils psychologiques particuliers, donc on a des facteurs externes qui probablement interviennent, se développent avec le temps. Dans une cohorte française que nous avons fait avec le groupe qu'on appelle Réseau Eczéma, on a étudié 816 adultes et vous voyez, déjà on commence à voir des différences par rapport à l'enfance. Déjà, dans un quart des cas, la dermatite atopique apparaît à l'âge adulte. Vous voyez que là, surtout là, je voulais se concentrer, on reviendra sur cette diapositive plus tard. La forme classique touche moins de 50% des adultes. On va voir des formes pépécoutes, des eczémas chroniques des mains, tout un tas d'autres formes qu'on observe très peu chez les nourrices. Une étude italienne à Saint-Action qui vient d'être publiée, alors c'est sur des petits effectifs, et cette étude se concentrait sur les formes tête et cou, et différencier la forme de l'adolescent de la forme de l'adulte. Et la forme de l'adolescent, c'est assez intéressant parce que ce sont des formes qui sont le plus souvent localisées à la tête et cou sans extension à distance, alors que chez l'adulte, on a souvent des localisations à distance. Donc des petites différences dans la présentation phénotypique. Bon, après l'âge de début, forcément différent, quand on dit des adultes, on a toujours des débuts plus tardifs, mais ce sont vraiment des formes très localisées à la tête et cou, dans la moitié des cas, quasiment la moitié des cas, alors que chez l'adulte, ce sont des formes généralisées avec un rehaussement au niveau de la tête et du cou. Alors pour Malacésia, on a des arguments immunologiques qui sont anciens parce qu'on trouve des papiers qui ont pratiquement 20 ans aujourd'hui, avec des arguments immunologiques, avec des IgE spécifiques plus élevés dans ces formes cliniques, les patch tests qui sont positifs. Et on va la suspecter, cette forme, comme il y a une localisation, c'est évident, comme une exacerbation à l'adolescence de la dermatite atopique avec cette atteinte du visage. Et on va se poser la question du rôle du malacésia, comme il y a une résistance aux dermocorticoïdes. Et on a des patients, et c'est un peu dramatique parce que, en dehors des émetteurs des calcinorines et des dermocorticoïdes, au niveau de traitement locaux, pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Et donc, ce sont des gens qui vont être corticodépendants, avec, à l'âge adulte, notamment, apparition d'une couperose, d'une pseudo-couperose, parce que c'est intéressant parce que maintenant qu'on a vraiment à les traiter avec les traitements systémiques dont on va parler après, ces couperoses, elles disparaissent. Donc, ce ne sont pas des couperoses dans le sens acné rosacée, ce sont des couperoses induites, c'est plus une atrophie cutanée finalement qui va être induite. Et quand on a d'autres dermatoses associées au malacésia, comme le bactérie versicolore par exemple, on va se poser la question du rôle du malacésia. Et c'est important parce qu'on va les traiter de façon un peu différente, et il est recommandé aujourd'hui, dans ces formes tête et cou de l'adolescent et de l'adulte, d'utiliser des antiphogiques, tels que l'itraconazole, l'icotéconazole, des associations de traitements généraux, de traitements locaux, ou que des traitements locaux, en fonction de l'intensité un peu des lésions, soit en traitement minute, soit en traitement prolongé, voire un traitement séquentiel. Et moi, je me souviens d'un patient que je traite encore, qui toutes les semaines va faire une cure d'itraconazole, tous les mois, pardon, faire une cure d'une semaine d'itraconazole, qui lui permet de contrôler son eczéma tête et cou. Donc vous voyez qu'on sort des traitements des dermocorticoïdes, on comprend mieux ces dermatites atopiques. La prévention, deuxième point, la prévention primaire et les émollients. Alors pourquoi on parle des émollients? Parce qu'il y a eu deux études dont je vous avais déjà parlé les années précédentes. On va revenir sur ces études. Alors pourquoi les émollients? Parce que la filagrine, vous savez, nous a beaucoup fait couler beaucoup d'encre. La filagrine, c'est une protéine qui est impliquée dans la cohésion des kératinocytes, c'est une des protéines du desmosome, et des mutations de la filagrine étaient associées à la dermatite atopique, et donc ça expliquait cette perméabilité épidermique par rupture des desmosomes, moins bonne cohésion liée au desmosome. Et on avait remarqué, on avait des grandes études internationales qui montraient que les mutations de la filagrine étaient associées à la dermatite atopique, à la sévérité de la dermatite atopique, aux sensibilisations alimentaires par voie épidermique, à l'asthme aussi, et en fait à différentes allergies. Et ça ne fait que 10% de dermatite atopique, mais n'empêche que conceptuellement c'est très intéressant, et on pourrait se dire qu'en restaurant finalement ce film lipidique, cette cohésion de l'épiderme, notamment en utilisant des émollients, on pourrait éviter ces phénomènes. Et deux études, la première était japonaise et la deuxième anglaise, que je vais vous présenter rapidement, sont extrêmement encourageantes. Bon, maintenant, elle a 8 ans, cette étude, et ils avaient étudié des enfants à risque de dermatite atopique, c'est-à-dire au moins un membre de la fraction au premier degré atteint d'atopie, de dermatite atopique essentiellement, mais il n'y avait pas que la dermatite atopique. Et il y avait deux bras, intervention. Dès les premières semaines de vie, on donnait des émollients avec une évaluation en 32 semaines, et de l'autre, des conseils standards, donc pas de conseils spécifiques liés à la prévention. Et qu'est-ce qu'ils ont observé? Une réduction de la fréquence de la dermatite atopique chez les enfants avec intervention par rapport au groupe contrôle.
Donc très intéressant, et cette étude avait été confirmée par une étude anglaise qui utilisait la même méthodologie, 124 nouveau-nés à risque de dermatite atopique, groupe intervention, groupe contrôle. Et là aussi, ils observaient, vous voyez, je ne sais plus, je crois que je sais plus, à 32 semaines ou un peu plus tard, une réduction de la fréquence de la dermatite atopique dans le groupe émollient, puisqu'on était à 21% versus 43% dans le groupe sans intervention. Donc très encourageant, mais ça restait des petits effectifs, avec des biais méthodologiques. Et donc, il y a eu des études de grande ampleur, notamment le groupe anglais qui a fait une étude avec la même méthodologie en fait, hein, sauf que là c'est une étude de beaucoup plus haut niveau, avec donc un impact scientifique beaucoup plus pertinent. Et là ils ont étudié près de 1400 nouveau-nés à haut risque de dermatite atopique, avec là aussi, bon, on ne va pas rentrer dans les détails du schéma, mais un groupe intervention, on va voir je ne sais plus si non, on n'a pas l'intervention, c'est émollient dès la première semaine de vie versus des conseils habituels. Et là la déception, puisque que ce soit à 1 an ici ou à 2 ans en haut, la fréquence de la dermatite atopique était exactement la même, était comparable, sans différence significative dans les deux groupes. Non seulement il y avait autant de dermatite atopique, mais la dermatite atopique était aussi sévère dans les deux groupes. Donc, un peu décevant, enfin très décevant d'ailleurs, hein. Et ça a été confirmé par une étude norvégienne et suédoise, une étude scandinave, où ils ont inclus 2397 nouveau-nés sans sélection sur les risques atopiques. Bon, il y a eu des analyses dans ce groupe. Et là, c'est une étude encore plus costaud, puisqu'ils avaient un groupe sans intervention, un groupe avec émollient, un groupe avec émollient et diversification rapide, un groupe avec diversification immunitaire. Donc, ils étudiaient deux phénomènes, l'introduction des émollients ou l'introduction précoce des allergènes, de la diversification, pour voir s'il y avait un impact sur la fréquence de la dermatite atopique. Et là, vous avez les schémas proposés. Donc là, vous voyez le S2N8, 20 émollients plus émollients sur le visage et diversification, donc DS12 arachide, plus rapidement l'élevage, blé et œufs. Et là aussi, déception, non, pas forcément, on espérait, mais aucun impact des émollients, parce que vous voyez qu'il y a un nombre dans le groupe émollient. Il y a peut-être un tout petit peu plus de dermatite atopique que dans le groupe contrôle, sachant que ce n'est pas significatif. Donc, deux études décevantes, mais est-ce que les études sont suffisantes? Donc, méta-analyse, c'est très à la mode, vous savez, quand il y a des études contradictoires, on fait une méta-analyse. Et ça, cette méta-analyse avait été réalisée avant la publication de ces deux grosses études. 17 études, 5800 participants, aucun argument pour le confirmer avec une méthodologie de type méta-analyse, pas d'argument qui permet d'affirmer que les émollients interviennent dans la prévention. Donc, conceptuellement, c'est intéressant, les proof of concept, c'était favorable pour la prévention primaire par émollients locaux, et en fait, les méta-analyses et les études de grande envergure avec méthodologie rigoureuse, malheureusement, ne retiennent pas l'intérêt d'une prévention primaire. Prévention primaire, c'est intervention avant l'apparition de la maladie. Donc, on n'a pas de raison vis-à-vis de la dermatite atopique d'hydrater de façon très précoce les enfants. Ça n'augmente pas le risque de développer une dermatite atopique et de développer une dermatite atopique sévère. Donc, déception, mais c'était important d'avoir ces études parce qu'on était un peu encore sur cette idée que ces émollients précoces pouvaient avoir un rôle. La dermatite atopique de l'adulte, c'est un sujet vraiment très d'actualité. Vous verrez, tous ces papiers ont 3, 4, 5 ans maximum et beaucoup de papiers sont très récents puisqu'on a de plus en plus d'informations. Le premier, c'est la fréquence de la dermatite atopique dans les pays occidentaux. Alors, je n'ai pas vu d'études africaines ou du Maghreb, enfin de l'Afrique, Maghreb inclus, et vous voyez qu'on est autour de 3 à 5% de dermatite atopique chez l'adulte. 3 à 5%, c'est beaucoup plus que ce que moi j'imaginais, parce que je pense que vous avez une expérience dans les études. La dermatite atopique, c'est une maladie de l'enfant, le psoriasis, c'est une maladie de l'adulte, et on se rend compte que finalement, il y a autant de dermatite atopique chez l'adulte que de psoriasis chez l'adulte, alors que le psoriasis, c'est beaucoup moins fréquent chez l'enfant. Autre donnée intéressante, et qu'on a retrouvée, on va le revoir en France, environ un quart des dermatites atopiques débutent à l'âge adulte. Donc c'est pas parce qu'on n'en fait pas enfant qu'on n'en fera pas plus tard. Donc ça c'est aussi un message important, et ça ne remet pas en cause chez l'adulte, je sais que vous êtes moins confrontés que nous, mais ça ne remet pas en cause le diagnostic de dermatite atopique.
Après, c'est toujours compliqué quand on a un adulte de savoir s'il a fait de l'eczéma nourrisson. Je vous avoue, il a pu faire une dermatite atopique très légère avec une évolution biphasique, il a une petite dermatite atopique, les émollients ont suffi, et ça réapparaît à 25, 30, 40 ans. Très très difficile à évaluer, parce que, alors je vous avoue, je ne sais pas si on faisait un questionnaire dans cette salle, combien de personnes pourraient affirmer ou infirmer qu'ils ont eu l'eczéma nourrisson pendant 1 ou 2 mois, personne, je pense, ne peut le dire. Le début à l'âge adulte, donc ça c'est une méta-analyse qui a été publiée il y a 2 ans maintenant, un peu plus de 2 ans. Les caractéristiques de l'eczéma chez l'adulte, il y a moins d'antécédents atopiques, on retrouve moins cette filiation, ça, on l'a déjà retrouvé dans le psoriasis. Plus le psoriasis débute tard, moins on retrouve des dermatites atopiques chez les membres de la famille au premier degré, c'est parents, frères et sœurs. Alors il y a probablement aussi un biais de mémoire, évidemment. Il y a moins de localisation faciale, ça c'est un peu surprenant parce qu'on va un peu dans le sens contraire actuellement, moins d'atteinte périorbitaire, moins de kélie, moins de prurite à la transpiration, moins de xérose, moins de dermatite du mamelon, parce que ça c'est une localisation assez caractéristique chez les enfants, moins de signes de Denis Morgan et plus de localisation dentaire. Vous voyez des petites différences cliniques qui ne sont pas d'une grande pertinence. Dans notre étude française, sur les 816 adultes souffrant de dermatite atopique, on a vu les formes cliniques, on retrouve l'âge de début à l'âge adulte, dans un quart des cas, c'est concordant avec la littérature internationale, et c'est une évolution biphasique, début dans l'enfance, rémission, puis réapparition à l'adolescence ou à l'âge adulte. En fonction des types cliniques, on trouve des spécificités qui ressortent statistiquement. Vous voyez que l'évolution biphasique est plus fréquente en cas d'atteinte tête et cou, en cas d'examen chronique des mains, c'est-à-dire qu'on a une dermatite atopique classique enfant et une dermatite atopique localisée à l'âge adulte. L'eczéma annulaire qui pose parfois des problèmes, c'est difficile parfois de classer un eczéma annulaire. Est-ce que c'est un lichen, est-ce que c'est un eczéma annulaire? Ça débute plus tardif, il y a moins d'antécédents atopiques. Le prurigo, c'est plutôt chez les personnes plus âgées, ça débute plus tardif, il y a beaucoup plus de troubles anxio-dépressifs, comme je l'avais déjà dit. Vous voyez des différences évolutives, plus finalement, elles sont sémiologiques et évolutives chez les femmes. 4e point, dermatite atopique et Covid. Là aussi, il y a une littérature très riche. Alors, je ne sais pas si vous avez fait une revue de la littérature, je ne l'ai pas faite récemment, et vous tapez Covid. Quand on voit le nombre de publications en 2 ans, c'est stratosphérique. Et j'avais, il y a 1 an, regardé, j'avais fait Covid, juste Covid, et il y avait 56 000 publications en 1 an. Et j'avais tapé le psoriasis, il y avait moins de publications en 40 ans sur le psoriasis qu'en 1 an sur le Covid. Alors c'est vrai qu'on trouve tout, hein, on trouve de tout un tas d'études très contradictoires, et c'est difficile parfois de faire le tri. Donc je vous ai repris quelques études sérieuses parce que les revues sont sérieuses, parce que ce sont des effectifs cohérents avec des équipes sérieuses. Donc, première cohorte rétrospective américaine. Donc là, ils ont utilisé une base de données concernant les adultes, plus de 39 000 cas. Moi, je me fie toujours des bases de données. Moi, je travaille beaucoup sur le psoriasis. Et sur les bases de données, la définition du psoriasis, grosso modo, c'est l'utilisation de calciumcotriol, qui est la vitamine D, qui est très spécifique du psoriasis. Et moi, ça m'agace un peu de définir une maladie par un traitement utilisé. Le traitement, ça ne définit pas une maladie, donc c'est toujours... il faut prendre avec beaucoup de prudence pour ces études. Néanmoins, il y avait 39 000 cas classés comme dermatite atopique dans cette base de données, 400 000 témoins. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Qu'il y avait plus de Covid si on avait de la dermatite atopique et moins de Covid si ces patients étaient trop traités par du pilimage. Je ne parle pas de la sévérité de la maladie, je parle du nombre de cas diagnostiqués. Alors, je vous avoue qu'en lisant le papier, en essayant de comprendre le papier, il n'y a aucune explication donnée, c'était purement descriptif. C'était une lettre, hein, c'est research letter, donc très peu d'informations, avec des différences. Donc, vous voyez, 40% de plus de risque de faire une dermatite atopique et de 40% de moins si on est sous pupille. Pas d'explication, je vous avoue que je suis, même si cette étude est une étude d'envergure, par un groupe sérieux américain, à prendre avec prudence quand même. Un hôpital à Washington a fait une grosse cohorte, là aussi, une cohorte rétrospective où ils avaient étudié tous leurs patients atteints de Covid. Donc, ils commencent, je crois, à dater, parce que c'est septembre 2021, donc le temps que ce soit publié, je pense que maintenant on a des données beaucoup plus riches. Mais 48 DA versus 382 patients sans dermatite atopique, donc plutôt des adultes évidemment, hein. Pas de risque d'hospitalisation, d'oxygénothérapie, de Covid sévère, de Covid long, de décès. Et ça, c'est en accord avec les études. Donc, la dermatite atopique, quelles que soient finalement les thérapeutiques, comme on doit le voir sur cette autre étude,
il n'y a pas de surrisque. Hein. Cohorte rétrospective israélienne, étude des cas, des hospitalisations, des décès. Donc il y avait 230 patients sous dupilumab, 1000 patients sous corticoïdes-oraux, alors nous on n'utilise pas en France, des patients sous photothérapie et d'autres sous immunosuppresseurs, azathioprine et mycophénolate mofétine, donc des immunosuppresseurs assez lourds, je dirais, et aucune différence significative par rapport aux autres traitements en termes de sévérité, en termes d'hospitalisation, de décès. Donc on est serein en termes de thérapie. Il y a des recommandations quant à la vaccination, parce que qui dit dermatite atopique dit risque d'allergie au sens large, on se sensibilise par l'épiderme. Donc la question est est-ce qu'on peut vacciner nos enfants atopiques, est-ce qu'on peut vacciner nos adultes atopiques? On sait qu'il y a des risques de poussée de dermatite atopique après vaccination. Alors c'est très bien démontré avec la dermatite atopique, c'est montré aussi avec le psoriasis. On a énormément de cas de maladies bulleuses auto-immunes qui se réactivent ou qui s'aggravent après vaccination. Mais en termes de réaction à l'allergie grave, à l'anaphylaxie, il n'y a pas de précaution particulière à prendre en cas de dermatite atopique. Il ne semble pas qu'il y ait de surrisque. On sait que les mécanismes immunologiques entre l'anaphylaxie et la dermatite atopique sont différents, donc aucun problème, on peut vacciner nos enfants atopiques. Alors c'est vrai qu'un enfant en pleine poussée de dermatite atopique chez qui on initie un traitement immunomodulateur, on ne va pas forcément le vacciner tout de suite, on peut attendre un mois ou 2 mois. On n'est pas dans l'urgence non plus. Donc en conclusion, pas de cerise fort pour dire qu'il existe un cerise de développer un Covid lié à l'ADA, j'ai du mal quand même avec cette étude américaine. Pas de cerise de développer un Covid sévère lié à la dermatite atopique, pas d'impact des traitements non plus, pas de contre-indication au vaccin. On sait qu'il y a des risques de poussée de dermatite atopique, mais ce qui est bien, c'est que ça se traite quand même la dermatite atopique, donc ce n'est pas très grave de faire une poussée de dermatite atopique après le vaccin ou le Covid. On va la traiter comme n'importe quelle poussée. Alors, juste une info, vous savez, il y a beaucoup de cohortes internationales actuellement, une cohorte qui s'appelle SECURAD, qui est coordonnée par les Anglais, où on peut rapporter tous les enfants et adultes qui ont une dermatite atopique et qui ont fait le Covid. Ça permet d'avoir l'information sur l'impact des traitements, mais aussi sur l'impact de l'évolution de la dermatite atopique après le Covid. Je crois qu'actuellement, ils sont à plus de 1000 patients, donc il ne faut pas hésiter à les inclure. Vous trouvez facilement, si vous mettez SECURAD, vous trouvez. L'actualité, c'est vraiment la thérapeutique, et ça bouge à une vitesse hallucinante actuellement. Alors malheureusement, et c'est vrai que vous allez me dire, je vous parlais de médicaments chers auxquels vous n'avez pas accès peut-être, nous n'avons pas accès à tous les traitements pour l'instant, parce qu'on est dans des phases 2, dans des phases 3, mais c'est l'actualité, et ça bouge à une vitesse hallucinante. Et vous voyez, en 4 ans, on a eu 3 nouvelles thérapeutiques systémiques qui fonctionnent. C'est assez incroyable parce qu'on n'a pas eu d'évolution, honnêtement, grosso modo, depuis la cyclosporine, il n'y a pas eu d'évolution dans le traitement de la dermatite atopique. Il y a eu les inhibiteurs des calcinurines, l'acrolimus et le pinacrolimus, mais franchement, ce n'était pas des avancées majeures. Et actuellement, on est en plein bout, on arrive à avoir des rémissions dans des dermatites atopiques sévérissimes. Alors j'en profite parce que je sais que vous aimez beaucoup ça, quand on parle des dermocorticoïdes. Je vous rappelle, on n'a pas changé, hein, le traitement de la dermatite atopique, ce sont les corticoïdes locaux, c'est le traitement de la poussée. Et aucun des traitements qu'on va voir actuellement ne marche aussi vite qu'un corticoïde local. Un corticoïde local bien appliqué en 24-48 heures, ça fait disparaître un prurite. Et vous verrez qu'il faut 1 mois à 2 mois avec une nouvelle thérapie pour faire disparaître le prurite. Donc les corticoïdes locaux, ça reste la référence. Les émollients, ça reste d'actualité, c'est toujours. Et même avec les nouveaux traitements ne traitent pas la xérose. Et on sait que les émollients vont traiter la xérose, donc on peut conforter et réduire aussi les poussées. Bon, les antihistaminiques, ça a toujours sa place, mais je vous rappelle que ça ne marche pas sur le prurite, parce que c'est uniquement un intérêt sédatif. Les inhibiteurs des calcinurines, si on a le temps, je parlerai du traitement proactif, parce que je pense que c'est vraiment très important, notamment chez l'enfant. L'éducation thérapeutique, ça rentre dans le traitement proactif, et de plus en plus, on va parler du traitement général. Je vous rappelle, là, c'est pas nouveau, mais c'est toujours bien de faire un rappel sur les dermocorticoïdes, parce que je connais le corticosepticisme environnant, je crois qu'il est à peu près similaire au Maroc qu'en France. Corticosepticisme, alors c'est un terme que je préfère utiliser, la corticophobie. Je crois que je vous l'ai déjà dit, la corticophobie, c'est tout de suite braquant, on pense à un corticophobe. Quand on parle de corticoseptique, que ce soit un médecin ou un parent, on crée quand même une ouverture à la discussion, et ça c'est important. Un mot-clé, c'est simplifier la prescription. Personnellement, je n'utilise qu'un seul dermocorticoïde, qu'on soit sur le visage, les paupières, le reste du corps, le cuir chevelu. Les parents travaillent, les parents doivent mettre des émollients, les parents ont plusieurs enfants. Et plus on va complexifier le traitement,
plus on a de chances que l'observance soit médiocre et donc qu'on soit en échec. Et quand le parent est en échec, il va nous le remettre sur, il va nous l'imputer, et il a raison, c'est qu'on lui a mal expliqué le traitement. C'est important d'évaluer le nombre de tubes pour obtenir le blanchiment, et ça, c'est ressassé. Alors c'est vrai, quand j'étais étudiant, je trouvais ça un peu pénible, mais c'est super important. Hier, j'ai vu encore une dermatite atopique, et une collègue qui m'a appelé, une collègue médecin généraliste qui m'appelle, c'est une catastrophe, un enfant, c'est une catastrophe, on n'y arrive pas, comme j'avais un interne sous le coude, on l'a fait en urgence. L'enfant était couvert de dermatite atopique, un nourrisson de 3 mois couvert de dermatite atopique, sous diprozone. Donc déjà, je me dis, tiens, c'est bien, les médecins généralistes utilisent la diprozone sur la peau d'un nourrisson, c'est super. Et quand je pose la question, combien de tubes ont été utilisés, avant, il y avait 6 mois, pardon, parce que c'est en 3 mois, il avait utilisé un demi-tube de diprozone en 3 mois. Un demi-tube, c'est 10 grammes. 10 grammes, c'est couvrir le corps pendant 2 jours. Point. Pourquoi? Parce qu'on m'avait expliqué qu'il fallait une phalangette pour couvrir le corps de l'enfant. Alors j'expliquais à la maman que la phalangette, c'est pour couvrir la paume de sa main. Et là, elle était surprise. Bah oui, il faut savoir combien il faut utiliser de cortisone. Ça, c'est vraiment important. Et il faut vraiment l'expliquer, c'est notre rôle. Et je vous rappelle pour les corticoseptiques, parce que je suis certaine dans l'assemblée virtuelle ou l'assemblée présentielle, que 5 jours de corticoïdes oraux qui ne nous angoissent absolument pas, que ce soit pour traiter un phénomène ORL inflammatoire, n'importe quel, ou un asthme par exemple, ça équivaut à 30 tubes de corticoïdes forts type diprozone. Donc on peut y aller, il n'y a pas d'angoisse à avoir pour utiliser de la corticothérapie. Et ça, c'est les principes, dermocorticoïdes forts, quel que soit l'âge, visage compris, crème une fois par jour, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Arrêtons de mettre des durées, pourquoi mettre 7 jours quand 3 jours il n'y a plus rien, pourquoi mettre 7 jours s'il faut 10 jours. Hein, c'est jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, le soir après le bain, parce que c'est mieux absorbé, parce que les parents ont le temps de les soigner. On ne fait plus de décroissance, traitement proactif, c'est plaque récurrente, c'est-à-dire 2 fois par semaine sur les zones atteintes, et on précise le nombre de tubes. Ça, c'est l'ordonnance type du dermocorticoïde. Donc les nouveautés thérapeutiques, c'est un boom extraordinaire. Je vous parlerai pas de tout, je vous parlerai de ceux qui sont disponibles pour l'instant chez l'enfant, qui ont été étudiés chez l'enfant. On a le dupilumab, et vous allez voir, je vous ai parlé du dupilumab, je pense, il y a 2-3 ans, en parlant des adolescents. Aujourd'hui, le dupilumab, les études, c'est à partir de 6 mois de vie. C'est hallucinant quel vie utilise. Alors, c'est Sanofi, et Sanofi nous a fait un symposium, c'est Sanofi qui développe le dupixent. À partir de 6 mois, on va pouvoir utiliser le dupilumab. C'est juste exceptionnel. On a les antijacs, ça c'est vraiment l'actualité, et les antijacs, moi je suis un peu plus réticent parce qu'il y a quand même pas mal d'alerte. On a des recours, mais ça bouge à une vitesse, vous allez voir. En 2019, voilà, il y a 2 ans, on avait le dermocorticoïde, le tacrolimus, la cyclosporine. Aujourd'hui, chez l'enfant, on a les dermocorticoïdes, le tacrolimus, la cyclosporine, l'upadacitinib et le dupilumab. On a 2 nouvelles molécules. Et je pense que, j'espère qu'on se reverra l'an prochain, on aura 1, 2 ou 3 autres molécules qui vont apparaître. Juste un mot sur le méthotrexate. Le méthotrexate, c'est très utilisé. C'est un médicament qui n'est pas cher. Et on avait peu de données. Ça n'a pas l'AMN en France. Et je crois que ça n'a nulle part. D'ailleurs, on a un dermatite atopique. Mais c'est quand même utilisé. Et je vous parle juste de cette étude, qui est une étude française menée par Catherine Boujon, qui est une moi j'aime beaucoup, c'est une dermatologue lyonnaise, qui, avec le groupe de Lyon, un groupe national, a fait une étude méthotrexate versus cyclosporine, cyclosporine étant un peu le référentiel en France, parce que c'est le seul médicament qui est à elle-même. Et donc ils ont fait une étude chez l'adulte, méthotrexate versus cyclosporine. Et vous avez, alors SCORAD ici, on va beaucoup en parler, là, ce sont les 2 scores de sévérité. Le SCORAD, c'est le score européen, ici, c'est le score américain. Donc, puisque c'est américain, malheureusement, c'est un peu imposé partout, c'est, je dirais, aujourd'hui, la référence internationale. Et ils regardaient, au fil du temps, le pourcentage d'adultes qui étaient nés d'un SCORAD 50, donc d'ici 50 était la référence, on va plutôt parler d'ici 75, ou de SCORAD 75. Qui est un score de 50, c'est 50% d'amélioration au temps donné par rapport au score AJ0. Et vous voyez, en rouge, vous avez la cyclosporine qui marche, la cyclosporine, ça marche vite. Hein. Vous voyez qu'à 4 semaines, on a 30 à 50% de score atteint, ou d'ici 50 atteints, et ça augmente un peu avec le temps. Le méthotrexate, ça c'est connu dans toutes les dermatoses, ça marche beaucoup plus lentement. Mais vous voyez qu'il faut quasiment atteindre 6 mois, enfin au moins 4 à 5 mois pour atteindre un niveau d'efficacité équivalent à la cyclosporine. Donc ça marche très lentement. Le problème, c'est que moi je me vois mal dire à un enfant, je te donne un traitement qui va améliorer ton prurite dans 6 mois. Ça me semble inenvisageable, je considère que le prurite est
des symptômes les plus pénibles au quotidien. Donc ça marche, mais ça marche très très lentement. Donc c'est vrai que chez l'enfant, je l'utilise très très peu. Et aujourd'hui, on peut utiliser d'ailleurs le dupilumab en première intention en France, parce que finalement, on n'a plus un autre médicament qui a la ALM. Ça, c'est une étude que je vous avais déjà montrée, qui avait été publiée en 2020. Alors, je vais peut-être pas vous montrer, si, il me semble. C'est une phase 3 d'ammocorticoïdes, 251 ados, 3 par 1. Et là, c'est étudier l'efficacité. L'efficacité en termes de nombre d'enfants qui atteignent un ISI 75. Donc, vous voyez que, mettons, on était à un ISI 50. Là, on a un ISI 55. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que dès 2 semaines, on voit un décrochage par rapport au placebo. Et c'est vraiment important parce que les patients, les enfants et adultes nous disent dès 15 jours qu'ils voient une amélioration du pré-rythme hallucinante. Ce qui fait qu'ils arrêtent leur dermocorticoïdes parce qu'ils ne mettent pas les dermocorticoïdes parce qu'ils sont rouges, ils mettent les dermocorticoïdes parce qu'ils hydratent, ça c'est clair. Et donc dès 15 jours, on voit un effet spectaculaire sur le pré-rythme. L'étude a été étendue, là c'est l'étude publiée par Amy Paller, qui est une américaine, qui fait beaucoup de protocoles et qui intervient auprès de beaucoup auprès des industriels. Et vous voyez qu'on a des ISI 50 chez les enfants de 6 à 12 ans qui sont même plus importants, ISI 75 pardon. Donc là avec des sous-groupes en fonction du poids. Mais on a 50% d'ISI 75 des 4 semaines. Donc une rapidité d'efficacité chez l'ado. Chez l'enfant, pardon. En France, à l'ANF, dès 6 ans maintenant, ce produit-là, et en l'absence d'alternative, on le prescrit en première intention. Pas de nouvelle alerte en termes de tolérance, on va y revenir. Le principal souci du dupilumab, c'est que ça favorise les conjonctivites, et on va y revenir parce que maintenant on a des recommandations. Et on a maintenant une phase 2 qui est publiée chez les enfants de moins de 6 ans. Vous voyez, ça vient d'être publié il y a un peu moins d'un an, toujours par Amy Paller en premier octobre, avec une cohorte qui a commencé chez les 2 à 6 ans. Donc ils utilisaient une faible dose de dupilumab. Une fois qu'ils avaient inclus, qu'ils avaient vérifié que tout allait bien, ils passaient à la dose a priori thérapeutique. Et une fois qu'ils avaient fait cette première phase chez l'enfant de 2 à 6 ans, ils sont passés à l'enfant de 6 mois à 2 ans. Et on a des données, vous voyez, dès 6 mois, à une dose a priori thérapeutique, 6 mg. Donc c'est, comme les phases 2, c'est une évaluation, c'est une recherche de dose avec une évaluation pharmacocinétique. Et on voit que la demi-vie est assez longue dans la dermatite, chez l'enfant de 6 à 12 ans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après une injection de dupilumab, on voit qu'on a une réduction de 30% du score à 3 semaines. C'est incroyable. 30% d'amélioration du score de sévérité. Le score inclut la notion de Covid après une seule injection. Donc c'est génial. Alors tolérance, je l'ai mis volontairement là parce qu'il n'y a pas d'alerte après une injection. Il n'y a rien qui apparaît. Le principal phénomène, ce sont les conjonctivites. Et on a des données chez l'adolescent. C'est de l'ordre, vous voyez, de 5 à 10% d'enfants qui ont une conjonctivite. Semble-t-il, c'est plus fréquent chez les enfants qui ont déjà une conjonctivite allergique. Donc 10% de conjonctivite qui peuvent être difficiles à traiter. Donc, dès qu'on a des ça, je trouve ça génial, c'est qu'aujourd'hui, on a une littérature avec des groupes d'experts. C'est pas toujours fiable, il faut rester prudent, hein, parce qu'on est quand même sur de l'avis d'experts. Néanmoins, on a des recommandations. Si on a une conjonctivite qui, avant le traitement, rechercher des symptômes oculaires, rechercher des risques, des facteurs de risque, et de toute façon, on va traiter, même s'il y a des conjonctivites, on peut traiter par dupilumab. Et en cas d'apparition de conjonctivite, eh ben, on n'arrête pas le dupilumab, on adresse un ophtalmologie. Alors en pratique, maintenant, je n'adresse même plus un ophtalmo, parce que le temps d'avoir l'avis, on peut quand même traiter. On commence par du sérum physiologique, si ça ne marche pas, on met des corticoïdes anxiolytiques, et ça marche très très bien. Donc, vous voyez, on a déjà trouvé la solution à cet événement qui intervient dans 10% des cas. Et le dupilumab, beaucoup d'informations, et vous allez voir, ça devient fabuleux, puisqu'on commence à avoir des informations sur le prurigo. Ça, c'est une étude française. Je pense que les Français, je trouve qu'on travaille pas mal, et évidemment pas moins mal que beaucoup d'anglo-saxons. La question, c'est est-ce que ce n'est pas une forme de dermatite atopique, et on sait que c'est le même mécanisme immunologique qui font intervenir une réponse de type TH2. Et donc, ce groupe a fait une étude rétrospective sur 16 patients. En vert clair, vous avez rémission complète. En vert plus sombre, vous avez rémission partielle. Et en orange, absence totale d'efficacité, enfin pas de rémission. Et vous voyez qu'on a le sentiment qu'on a près de 90% de réponse complète ou incomplète. Donc une étude de phase 3 est en cours actuellement. J'espère qu'on aura des résultats
parce que c'est une maladie assez déprimante. Moi, dans mon expérience chez l'enfant, je trouve que ça ne marche pas très bien, pas aussi bien que la dermatite atopique classique. Autre point intéressant, le dupilumab est un savon de Netterton. Vous savez, Netterton, ce sont les enfants qui ont une forme de dermatite atopique très particulière, quasi érythrodermique. C'est associé souvent à des retards de croissance avec ce qu'on appelle un trichorexis invaginatal, c'est une anomalie de la pilaire et des troubles ioniques notamment. Donc c'est une érythrodermie très invalidante, très prurigineuse. Et le dupilumab, ça, ce sont des cas, il y a plusieurs cas concordants, je vous ai cité la plus grosse étude, vous voyez ces deux cas, c'est un truc énorme. Mais ce qui est intéressant, c'est le NRS, c'est le score de prurite. Et vous voyez qu'avec le temps, le score de prurite diminue. Et ça, pour le confort de l'enfant, c'est extrêmement important, alors que le score d'érythème, de purification ne change pas. Donc il y a un effet majeur sur le prurite, donc c'est très très intéressant. Et récemment, moi j'ai utilisé chez cette jeune fille, sur une érythrokeratodermie variable, donc une autre forme d'érythrodermie, ce sont les deux enfants que je suis avec cette maladie. Et ça n'a absolument pas marché sur son aspect squameux, érythémateux, mais elle ne veut plus arrêter le pupille parce que ça ne gratte plus. C'est hallucinant. En fait, je la traitais par paracitrétine, pardon. Et comme elle est devenue adulte, on a arrêté ce traitement parce qu'il y a des problèmes, vous savez, en cas de grossesse, c'est la rétinolite systémique. Et vraiment en cas de grossesse, donc, elle commence à se dire, bah, vaut mieux que j'arrête parce que je ne sais pas quoi, si dans 2 ans, 3 ans, je n'ai pas envie d'avoir un enfant. Et donc, là, on est un peu à la recherche d'un traitement, donc on essaie la photothérapie, et j'ai mis ce dupi, un peu par analogie qu'on voit dans le Netterton, et elle est transformée d'un point de vue prurite. Le dupi, c'est super dans la dermatite atopique et probablement dans d'autres maladies. L'actualité sont les antijacs. Alors, les antijacs, on en voit partout actuellement, en rhumatologie, je crois en gastro et en dermatologie. Donc, les JAK, ce sont des récepteurs à différentes protéines qui interviennent dans les différentes voies de la signalisation, notamment immunologique. On ne va pas rentrer dans les détails, donc je ne suis pas un expert du JAK, mais il y a plusieurs types de JAK qui vont être la cible de différents traitements, dans différentes maladies. Et un actuellement est autorisé, c'est l'upadacitinib, enfin il est autorisé, il est en atténué en France, on va bientôt l'avoir, c'est le Rinvoq. Et je vous en parle parce que les deux essais qui ont été faits concernent l'adulte et l'adolescent. Ça, c'est très intéressant. Et toutes les études n'ont pas été faites chez l'adulte et l'adolescent. Alors que celui-là l'est, donc ça, c'est vraiment super intéressant. Donc, upadacitinib, ce sont des noms barbares, inhibiteurs, vous savez, c'est pour inhibiteur de récepteurs, ce sont des petites molécules. Une étude de phase 2-3, puisqu'il y a une étude de recherche de dose versus placebo, randomisée 1-1-1, extension sur 5 ans, et donc dans l'étude Princeps, 1683 inclusions, 228 adolescents. Bon, alors la limite, c'est qu'on n'a pas les données chez l'adolescent, et c'est un peu le reproche que je fais à tous ces laboratoires, je pense que ce serait très intéressant d'avoir les données chez l'adolescent. Donc efficacité remarquable, vous voyez, là on est sur le taux de... le réponse, je crois que c'est un ISI 75, je ne sais pas préciser, mais je crois que c'est l'ISI 75. Donc on atteint 70%, on était à 50% d'ISI 75 avec le dupilumab, là on atteint 60-70%. Voilà, c'est l'ISI 75, pardon. ISI 75, donc ISI 75, IGA 0,1. IGA 0,1, c'est l'investigateur Global Assessment. C'est une échelle de 0 à 5, on la met que 0,1, c'est une rémission. Donc vous voyez un taux d'efficacité exceptionnel. La rapidité d'efficacité, c'est un autre point. Alors j'ai oublié l'échelle, c'est 1, 2, 4 semaines. Et vous voyez que dès une semaine, ça décroche par rapport au placebo. Donc dès une semaine, on voit une efficacité sur l'ISI 75. Donc c'est extrêmement intéressant, très précoce. La tolérance, et c'est là un peu où bas blesse, la tolérance ne semble pas si exceptionnelle que ça. Et il y a des alertes, notamment en termes de risque de cancer cutané. Est-ce que oui, vous pouvez accélérer un petit peu? Je me dépêche. Donc je ne ferai pas la dernière partie, c'est pas grave, on en fera une autre fois. L'acné et les voies respiratoires supérieures sont les deux problèmes majeurs, les infections des voies respiratoires. La brocitinib, un autre anti-JAK, 287 ados inclus. Pareil, même taux d'efficacité, même rapidité d'efficacité. Intéressant, un anti-JAK en crème qui est en train d'être développé, c'est le ruloxitinib. Versus placebo, 1249 patients, dont des enfants de plus de 12 ans. Étude d'efficacité dans les deux études, là aussi remarquable sur les scores de prurite,
là je vous mets que les scores de Curie, pardon. Vous voyez, une perte de 3 points dès les premiers jours de traitement, dès le 7e jour, vous voyez qu'il y a une chute de 2 à 3 points du score de Curie. Donc très très intéressant, c'est en cours de développement, on est en phase 3, donc ça pourrait arriver très très rapidement. Pas d'événements indésirables significatifs par rapport au placebo, à part l'acné, donc on va probablement être vigilant au niveau du visage. Donc les travaux en cours, le dupilumab, dès 6 mois, ce qui va se poser comme question, et ça va être très très important pour les années à venir, c'est combien de temps on traite un ado, combien de temps on traite un enfant, sachant que la dermatite atopique est une dermatose qui va disparaître avec le temps le plus souvent chez l'ado. Dans le psoriasis, on part en principe sur un traitement en cours. Je pense qu'avec le dupilumab et les autres traitements systémiques, on va pouvoir faire un espacement de dose et discuter d'un arrêt du traitement chez l'adolescent. Donc ça va être très très important dans les années à venir de le définir. On a d'autres biothérapies qui arrivent, d'autres antigènes qui arrivent en crème, avec des études notamment chez l'enfant et le nourrisson qui sont en cours. Donc on a, vous voyez, des perspectives qui sont extrêmement encourageantes, extrêmement optimistes pour le traitement de la dermatite atopique. On a une recommandation, bon, je vais passer rapidement parce que finalement il n'y a pas de nouveauté. Hein. Grosso modo, dermatite atopique légère à modérée, on va faire des traitements locaux. Dermatite atopique modérée à sévère, traitement systémique. Donc, grande avancée disponible dans la dermatite atopique sévère, reste accessible malheureusement, probablement qu'aux pays riches. Des travaux en cours dans la dermatite atopique légère, beaucoup de questions chez l'enfant, notamment sur la durée du traitement. On a enfin des traitements chez l'enfant en première intention, puisqu'à part l'acétone, on n'a pas grand-chose. On sait que l'acétone est néphrotoxique dès le premier mois de vie et augmente probablement le risque de cancer des cibles. Ça 12 mois de traitement, vigilance. Et donc, par contre, il va falloir qu'il y ait clairement des recommandations, parce que ça arrive à une telle vitesse aujourd'hui qu'on a du mal à placer ces différents traitements. Le traitement proactif, on va aller rapidement, même si pour l'instant, je n'ai pas récupéré le retard, mais on tient le retard. Être proactif, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a obtenu une rémission? Pour éviter les nouvelles poussées. Donc c'est la différence du traitement réactif, on traite la poussée, et du traitement prophylactique, on a vu que ça ne sert à rien, c'est la prévention primaire, ça n'est pas efficace les émollients en prévention primaire. Donc 3 aspects qu'on va voir rapidement, l'éducation, et ça c'est juste du rappel, parce que chaque fois on en parle. Il est important quand on explique la dermatite atopique, d'expliquer un peu la physiopathologie, expliquer que c'est une perméabilité cutanée exacerbée, que ce n'est pas une allergie, et qui crée une hypersensibilité aux différents stimuli de l'environnement, que ce soit les acariens, les différences thermiques, la poussière, etc. Et ça évolue de façon chronique par poussée, ça a tendance à régresser avec le temps et ce n'est pas contagieux. Donc on a expliqué déjà tout ça, ça va nous prendre 5-10 minutes, mais c'est un investissement sur l'avenir. Les parents ont compris, parfois l'enfant a compris aussi quand c'est un grand, et ça permet de les faire adhérer au traitement proactif. Le choix du traitement, vous le savez, hein, c'est important que ça se fait avec l'enfant et les parents, mais rapidement les parents vont nous dire ce qu'il y a de mieux pour leur enfant. On leur explique que ce n'est pas curatif, que c'est un traitement sur le long terme, et important qu'il n'y a pas de solution, il y a une solution pour tous les enfants, il n'y a aucune dermatite atopique qui ne répond pas au traitement. Aucune restriction alimentaire pour la dermatite atopique. Je ne vous parle pas des allergies associées, je vous parle de la dermatite atopique du nourrisson. Aucune éviction alimentaire, et même il semble que plus on introduit précocement, on peut introduire précocement, il n'y a aucun problème. Quand j'ai commencé la dermatologie, on disait que j'étais les œufs avant 1 an, par exemple. Maintenant, c'est plus du tout d'actualité. Aucune restriction au sport, ça c'est important, et moi je viens parler du test de la piscine. Quand l'enfant retourne à la piscine, c'est qu'il a contrôlé sa dermatite atopique. Alors on va éviter le sport lors des grandes poussées de dermatite atopique, que ce soit sur la piscine ou les sports d'endurance, notamment qu'il faut transpirer, la transpiration fait mal, pique. Ce sera la fin, oui. Comment? Ce sera le mot de la fin. Alors vous êtes dur avec moi, ça fait même pas 50 minutes. Mais c'est le mot de la fin, c'est pas grave. Je suis à votre disposition pour les questions. Pour le cas, parler de tout ça. J'ai 2 petites questions. Oui. Bon, c'est diabète et dermatite atopique, je ne sais pas ce qu'on peut dire. Rien, il n'y a pas de. Alors, il y a, si, on a pas mal d'études qui ont été faites un peu par analyse qui a été fait sur le psoriasis, sur les comorbidités cardiovasculaires et la dermatite atopique. Alors, je vous avoue qu'il faut des centaines de milliers d'atopies pour voir des différences, c'est qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas plus de diabète dans la dermatite atopique que dans la population générale.
La question qui se pose aussi parfois, c'est est-ce que les corticoïdes que l'on met sur la peau peuvent induire un diabète? Chez l'enfant, non. Il ne va pas induire un diabète. Il peut révéler un diabète latent, mais ce n'est pas une corticothérapie locale qui va donner un diabète. Jamais. Alors, je ne parle pas des électrodermies, on va mettre de la diprozole, 15 grammes par jour à vie. Mais sur une dermatite atopique traitée ponctuellement, il n'y a aucun risque de survenue de diabète. Donc, pas d'association morbide et pas de surrisque lié au traitement. Dermatite atopique et risque de psoriasis, je pense qu'il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de relation. À un moment, on disait que quand on fait de l'eczéma, on ne fait pas de pso, c'est faux. On peut faire les deux. La seule différence, c'est que chez l'enfant, c'est suffisamment rare le pso pour qu'on n'en voit pas. Mais on a tout à fait le droit de faire du psoriasis et de la dermatite atopique associée. D'ailleurs, le diagnostic est assez compliqué à ce moment-là. Donc, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de. Ça s'élimine. Une dernière question personnelle, c'est la place des antibiotiques dans l'ADA maintenant. Alors, c'était beaucoup discuté, effectivement. À un moment, je dirais que c'est un moment où on n'a pas beaucoup de traitement. Moi, j'ai fait une partie de mon clinica à Necker, et à Necker, c'était très, à l'époque, il y a plus de 20 ans maintenant, antibiothérapie un peu systématique sur une idée simple, enfin, sur un concept qui n'est pas aberrant, c'est qu'on sait que dans la dermatite atopique, il y a plus de staphylocoque aureus sur la peau. Que si on traite la dermatite atopique, on réduit la charge en staphylocoque, que si on réduit la charge en staphylocoque, on réduit l'inflammation de la dermatite atopique. Et donc, je me souviens, on faisait assez systématiquement une antibiothérapie prolongée d'un mois pour traiter cette colonisation à staphylocoque doré. Et peut-être que ça marche. Aujourd'hui, c'est plus du tout d'actualité en dehors d'infections, de surinfection. Pour moi, c'est plus du tout d'actualité dans toutes ces dermatoses inflammatoires chroniques. Merci M. Mahé pour cette session de dermato. Je passe la parole tout de suite à M. le Président. Merci notre ami. À la prochaine de te voir physiquement.